Mardi soir, je suis allé au 10e anniversaire de Publi.net. Ça me faisait un peu bizarre parce que je l'ai fondé en novembre 2007. Je voudrais vous raconter ça. L'équipe actuelle a pris le relais fin 2013, début 2014. Ça n'a pas été très facile et je pense que je n'ai pas encore tout compris de ce qui s'est passé pour moi. D'où l'intérêt qu'on en parle ensemble. C'est un souvenir vachement précis. C'était à l'île de Ré, en novembre 2007. L'île de Ré, en plein hiver, c'est le bon moment pour y aller, tout est fermé. Je me souviens du vent qui faisait beau, et les idées progressivement ont catalysé, se sont ramassées. On n'a pas souvent dans sa vie des moments où vous avez l'impression que ça peut surfer sur une idée qui arrive, qui est toute prête. C'est pas qu'on invente, il y a ce petit déclic qui fait que ça s'ébranle. Il y a longtemps que je faisais du blog. 6 ans avant, Remunet était devenu collectif, une association, une grosse revue. J'avais l'impression que mon travail personnel, il fallait que ça devienne un labo. Mais ce travail personnel ne pouvait plus appartenir à ce flux permanent, un petit peu qui s'effrite comme du sable. Ce qui est une des définitions, ou en tout cas ce qu'on perçoit de notre côté des manettes, souvent pour le web. Je sentais aussi venir ce qui se passait du côté de l'édition. C'est des bouquins qui sont vendus 15-18 euros, mais sur lesquels vous, auteur, vous touchez que 1,20 €, 1,40 €. On ne peut pas tenir dans cette économie. Et puis, une normalisation, contrairement à ce qui s'est passé quand moi j'ai commencé de publier il y a 30 ans, où les courbes étaient en gros comme ça. Tout petit nombre de livres, c'est un peu au hasard, c'est un peu arbitraire. Heureusement, ils ne peuvent pas prévoir. C'est encore ce qui nous sauve. Qui se vendent avec des énormes effets de pic, et puis très vite, les autres, un écroulement. Tous nos revenus, tout ça s'est effondré depuis une dizaine d'années. Et surtout, l'impression que dans le champ éditorial, c'est peut-être un peu différent maintenant. Peut-être que maintenant, on a cette galaxie de tout petits artisans de l'édition, et à la limite, j'en suis un, qui viennent avec leurs petits îlots, leurs tout petits rochers, leur travail de proximité. On veut faire des gros coups et puis basculer avec des gros titres. Non, c'est ce qui se passe dans cette proximité qui compte. Mais que si on le fait bien, on peut chacun travailler dans son micro-îlot de proximité. Je crois que ça, ce serait la grosse bascule qui nous concerne tous et qui fait qu'on continue et que ça vaut le coup. Là encore, qu'on en parle. Dans cette idée, il y avait que nos disques durs étaient remplis de blocs exploratoires, de choses qu'on fait pour la radio, trucs qu'on développe pour soi-même, ensemble d'articles auxquels nos éditeurs traditionnels tournaient le dos. Et puis d'un autre côté, qu'on commençait à savoir lire sur le web. J'entends pas lire le flux, grosses choses qui défilent en permanence sous nos écrans et qui nous accroche au monde, qui nous offre le monde et qui nous permet en retour d'y interagir, de déplacer, de bousculer, d'infléchir. On y tient à ce putain de web et cette révolution, qu'on ait la chance de la vivre de l'intérieur. Ben ouais, là, moi, il y a une décision intérieure. C'est-à-dire, on ne sait pas trop les conséquences pour soi-même, pour le boulot, pour l'économie familiale, pour ce qu'on laissera derrière soi en termes de tomes alignés sur une étagère. Mais si on s'y balance pas, en ce moment, qu'est-ce qu'on ferait d'autre ? L'idée, c'était que ces PDF, on avait des machines qui commençaient à être capables de les honorer comme telles. Mais il fallait des mises en page spéciales, il fallait de la préparation, il fallait un travail d'édition spécialement numérique. Attention, on n'était encore qu'à l'époque des PDF, novembre 2007. Ça s'est fait là, juste dans la même nuit. J'ai fabriqué un mail, j'ai mis du temps, j'ai dû mettre 2 heures pour le concevoir, les 15 lignes, et je l'ai envoyé, je crois, à 50-60 copains, tous auteurs, ou déjà blogueurs, auteurs sur le web, en leur disant, et si on faisait une plateforme commune, repérable, forte, où les gens pourraient trouver cette valorisation symbolique qui signe une maison d'édition, le nom d'une maison d'édition. Et j'avais ce Publi.net déjà dans mes domaines. À l'époque, je crois que j'avais 20 ou 25 noms de domaines internet d'avance. Et puis, on ferait une coopérative. Les gens mettraient ce qu'ils voulaient, en tout cas une petite somme, rien à voir avec l'économie du livre traditionnelle,
C'est pour ça, je pense aussi que ça nous est tombé dessus un petit peu de tous les côtés. Je n'avais surtout pas prévu toute cette espèce d'hostilité qui viendrait tout simplement parce qu'on bougeait un petit peu le paillasson dans l'entrée. On tirait pas le tapis sous les pieds de quiconque. C'était que des textes qui n'avaient pas d'autre existence. En particulier pour plein de copains à qui je m'adressais, qui étaient mes copains du livre imprimé, des textes qu'ils avaient dans leur disque dur, mais n'ayant pas de site web, il n'y avait aucune disponibilité de ces ressources. Contrairement à mon propre site où j'avais, moi, déjà ces grosses banques libres d'accès. Puis il y en a 30 ou 40 très vite qui ont répondu. Avec un beau noyau, Philippe de Jonquière pour les graphismes, les photos. Quand vous voyez encore sur mon site la police Boos, pour ceux qui connaissent, c'est la trace de cette amitié extrêmement forte qui nous alliait, Philippe et moi, toutes ces années. Un autre copain, Fred Griot, parce que Fred, performeur qui joue avec un batteur, un guitariste, il gagne sa vie en faisant de l'escalade urbaine. Donc il savait ce que c'était qu'une coopérative. On était 3 pour se lancer. Voilà comment est né Publi.net. Ce que j'ai appris, c'est comment fabriquer cette toute petite microstructure. J'y connaissais rien. Je connaissais les associations 1901, on avait fait ça avec Remu.net. Fabriquer une microstructure entrepreneuriale, ça n'a rien à voir. C'est comme un Lego avec plein de pièces. On a l'impression qu'au début qu'on n'y arrivera jamais. Et puis si, puis le greffe, puis le tribunal de commerce, et puis la SIRET, et puis les impôts, et puis faire ses comptes, et puis les factures, et puis. Mais ce qui est fascinant, c'est chaque petite pièce du Lego, une fois qu'elle est mise en place, elle continue, elle a son inertie. J'avais pas encore pensé en quoi cette économie, qui était juste de publication et de diffusion, pouvait rejaillir en amont, ce qui est le cas maintenant. Comment, pour un auteur, on peut installer que cette micro économie de diffusion soit notre mode d'existence aussi pour la part de création, directement dans ce qu'on fabrique. Tout ça, c'est venu progressivement. Pendant ces 10 ans, jamais arrêté de cogiter toutes ces choses. À peine on avait commencé, évidemment, des tout petits trucs au compte-gouttes, mais je commençais à m'y attacher, à ces textes qu'on avait rassemblés. C'est quelqu'un de la BPI, la bibliothèque de Beaubourg, quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, qui m'a là encore envoyé un mail en disant mais nous à Beaubourg ça nous intéresserait qu'est-ce que vous avez mis en ligne, on le mette à disposition de nos lecteurs. Je me suis retrouvé un mardi, c'était fascinant, la BPI toute vide, sans lecteur, et on a commencé à regarder comment ça pouvait se faire. Bon, c'est tout simple, on mettait ça sur une clé USB, mettait ça sur leur serveur, et puis c'est eux en échange, mais nous on vous rémunère cette mise à disposition annuellement. Là ça a commencé à se tordre un petit peu dans la tête, mais où on va? Dans tous ces mois, c'était une drôle de bazar parce que quand les gens voulaient un PDF, à l'époque je passais par le CIC. C'était les seuls à avoir déjà installé un système de micro-paiement pour ces petites choses entre 3 et 6 euros. Mais une fois que le paiement était fait, il fallait qu'on l'envoie manuellement, le PDF. Quand je devais partir 3 jours de chez moi, il fallait que je trouve un copain ou une amie qui veuille bien prendre le relais et faire en sorte que ce soit pas 12 ou 24 heures, mais 2 ou 3 heures après que le PDF parte. On était vraiment dans quelque chose de basique, primaire. Puis après, c'est venu très vite. 2 gars, Xavier Cazin, Julien Boulnois, qui étaient déjà eux dans l'économie du livre numérique, pour les Américains, qui avaient été virés de leur boîte, comme les Américains savent le faire, et qui avaient décidé de monter une plateforme de diffusion de textes numériques, et de l'appeler l'immatériel. Avec eux, ça va faire 10 ans que l'amitié s'est soudée. C'est eux les premiers qui ont commencé à me parler de cette chose bizarre, EPUB, E-P-U-B. Au lieu du PDF, un document fixe qui embarque des polices, des images, du texte dans une grosse boîte de camembert, c'était toujours une boîte de camembert, mais le texte était liquide. Le texte se recompose sur l'écran de qui le regarde. Comment ça se fait ce miracle? C'est pas compliqué, c'est ce qu'on savait faire, c'est du HTML, le même codage qu'on utilise pour nos sites. Mais ce codage était appliqué non pas à un site web installé sur un serveur, mais dans cette boîte de camembert qui s'appelait livre numérique et que télécharger, vous pouviez réadapter à vos appareils. Avec Immatériel, on a commencé en avril 2008 et
c'est à peine j'étais arrivé à New York en juillet 2008 que je me suis précipité chez Borders et je crois que ça coûtait dans les 170, 180 dollars, donc assez cher. Mais cette première liseuse, c'était le Sony Reader, toujours mon premier. Vous voyez comme c'est bien foutu, avec des petits poussoirs en inox pour passer d'une page à l'autre, un bouton Home pour revenir à la bibliothèque centrale, un écran noir et blanc, mais quelque chose de très poli, très, très lisse, quelque chose d'agréable au toucher. Et je me trompe, ça, c'était ma première. Elle était mal foutue. Hein. Il fallait que ça ressemble au livre. Alors, on avait mis un étui de Sky. Et puis, ici, il y avait au moins 6 ou 7 ou 10. 10 fonctions. Je ne sais même plus comment ça marche pour aller en avant, en arrière. Et puis, une espèce de petit trou de navigation, un bouton pour revenir au menu. C'est une machine infernale, lourde, avec un écran qui a toujours gardé ses rayures, puisque l'écran maintenant est mort, mais au bout de 10 ans, c'est normal. Et celle-ci, c'était déjà beaucoup plus. D'abord, on pouvait l'annoter. Il y avait un petit stylet qui est inclus. Il marche toujours, une petite carte SD. Est-ce que c'est un format SD? Non, c'était une carte d'un format Sony propriétaire, mais il y a un emplacement juste à côté pour les SD. Et là, il y avait cette sensualité. Est-ce qu'on a commencé à croire, à se dire que ces outils pouvaient devenir livres, simplement un livre qui se recomposait par tous ceux qu'on installait à l'intérieur, et on y a cru au livre numérique. C'est en ce sens-là que j'ai un petit peu de mal à revenir sur cette histoire. Est-ce que le livre numérique est une histoire ratée? Les articles qui le disent, il y en a un au moins toutes les 3 semaines. C'est pas vrai, il y a un socle qui s'installe. Montez dans le métro, le RER, n'importe quand, et toujours vous verrez quelqu'un avec sa petite liseuse, des Kobo, des Kindle, des espèces de petits machins en plastique. Moi j'ai un petit peu de mal. À l'époque il n'y avait pas encore les tablettes. J'ai aussi une histoire de mes tablettes, ça c'est la tablette Amazon, j'ai dû faire 2013, je me sers toujours d'un petit iPad pour lire le soir. Les tablettes, on y a tellement cru. Celle-ci m'avait été offerte quand j'avais été en Chine avec l'UNESCO. Ça nous aurait semblé une telle révolution, et puis je m'en suis jamais servi. J'ai essayé de l'offrir, personne n'en veut. La résistance, c'est que ces fichiers, même si on les vendait que 5 €, ça n'avait rien à voir avec l'économie du livre traditionnel. Et c'est là où il y a eu cette espèce de trouille du métier. Ils sont barrés le dos contre la porte et globalement, ils ont préféré annihiler cette position que dire que laisser venir des nouveaux joueurs. Pourtant, on discutait ferme avec eux. Ils ne savaient pas, c'était une poule qui a trouvé un couteau, comme on dit chez nous dans le Poitou. Quoi faire avec ces trucs? Comment faire intelligemment? Comment composer ce que nous on savait faire par artisanat? Coder nos livres numériques. Aujourd'hui, maintenant, ça aussi, c'est du passé. L'édition, c'est un vieil axiome. C'est apprendre à dire non. C'est même si à macro-échelle, c'est une énorme profusion, à échelle de chaque maison, c'est comprimer le flux, réduire le petit robinet. Et pour ça, dire non à ce qui vous arrive. Mais avec le numérique, pourquoi dire non? On pouvait ouvrir largement et faire que ça se régule tout seul, puisque les outils eux-mêmes produisent les rencontres, produisent les courts-circuits, peuvent vous orienter vers tel texte qui répond à ce que vous-même vous essayez de formuler sémantiquement. Et puis les auteurs, libres à eux, de propulser aussi par leur site, de susciter cette demande. Là, il y avait quelque chose de beau. Donc on a élargi le catalogue. Peut-être là aussi, pour moi, trop vite, sans maîtriser. Peut-être aussi parce que les auteurs voyaient d'abord la fonction symbolique de l'édition. Là où nous, ce petit noyau fondateur, dans l'esprit de coopérative, l'idée c'était que chacun vienne au créneau, chacun bosse auteur, programmeur, composer, distribuer.
Évidemment, ça passe plus par les mêmes rouages. C'est pas les suppléments de journaux, les suppléments littéraires de journaux ou les magazines littéraires ou les émissions de radio. Ça, ce vieux monde, il a continué sa route. Qui se préoccupe aujourd'hui des suppléments littéraires de journaux? Peut-être qu'on n'a pas su faire passer ce changement de verrou, ce déclic auprès des auteurs qui nous confiaient des textes. Là, il s'est passé progressivement quelque chose d'un peu épuisant. Nous, le web, c'est horizontal, c'est libre, on met les mains à la pâte et on met tous les mains à la pâte. Conception, on avait beaucoup de mal à la faire migrer auprès de ceux qui découvraient le web parce qu'ils nous donnaient des manuscrits pour l'édition numérique. Mais à mesure que le catalogue s'agrandissait, on a commencé à le diffuser dans les bibliothèques. Sont venus, la bibliothèque universitaire d'Angers a beaucoup aidé, avec Olivier Tachot et Daniel Bourrion. Comment mettre en place ces rouages qui permettent que librement, là où un étudiant se connecte avec sa Wi-Fi dans l'espace universitaire ou depuis chez lui avec son identifiant universitaire, puisse accéder à la totalité de ses ressources. Ça commençait à se faire pour les ressources scientifiques, mais pas du tout pour les ressources littéraires. Ça, c'est ce qu'on a mis en place assez vite. Une fois que ça a été mis en place, il y a deux grosses vagues de révolution qui se sont produites et qu'on a pu absorber. La première, c'est Apple qui a ouvert iTunes au texte numérique, avant que ça s'appelle iBooks d'ailleurs. Commander ces textes par une plateforme, et là c'était plus à nous de les vendre. L'immatériel traitait avec Apple et on importait pour nos textes d'expérimentation, de recherche. On l'ouvrait aussi à quelques copains polareux, on l'ouvrait ça aussi. Moi j'y croyais encore à ce grand projet de coopérative. Reprendre les droits de nos textes épuisés avant que ce dispositif qui s'est appelé Relire ensuite essaye de nous déposséder de ça brutalement, presque par raison d'État. Et les gens qui sont à l'origine de ce truc-là sont encore lourdement aux commandes institutionnelles aujourd'hui, tout en ayant gaspillé, brûlé des millions d'euros de l'argent public. J'ai encore vachement les boules de plein de trucs. C'est aussi ce qui me rend pas facile de parler là pour la première fois de cette histoire. Après Apple, pas longtemps après, c'est Amazon qui a lancé le Kindle Store. Là aussi, on a été bêta-testeur pendant un temps avec Immatériel. On avait tout à réapprendre, tout à rôder, plein de choses techniques sur les caractères. C'est aussi ça qui a été à la fois grisant pendant ces années et qui m'a laissé dans un état de fatigue limite du burn-out. On passait des nuits à coder, des nuits à transcrire, des nuits à scanner des textes du domaine public, à les corriger, des nuits à travailler avec les auteurs pour des expériences, inclure de la musique, inclure des images, comment ça pouvait se reproduire à peu près à l'identique sur la Kobo ou sur la Bookin, alors qu'à chaque fois des spécifications différentes nous mettaient des bâtons dans les roues. Repérer les textes, pouvoir disposer d'une notion de genre, d'histoire, supposait de passer par des catégories qui s'énonçaient en américain. Si vous mettez révolution dans vos métadonnées, c'était forcément la révolution américaine et rien qui concerne la France. Vous aviez 160 catégories pour la religion, vous aviez 140 catégories pour les animaux domestiques, et puis vous aviez 5 catégories pour la poésie, dont poésie continentale pour ce qui n'était pas américain, ni asiatique, ni religieux. Dans cet épuisement, j'ai l'impression qu'on faisait le boulot, nous qui avions été les premiers, parce qu'on avait mis ce petit réseau web avec des bibliothécaires, des types accrochés au numérique, que finalement on faisait ensuite, on essuyait les plâtres numériques, et une fois que c'était au point, tout le monde s'en servait, mais nous on restait dans notre petite misère toute précaire à marcher tout droit.
En tout cas, à partir de 2010-2011, ça commençait à se stabiliser. Les navigateurs, Firefox, Chrome, permettaient de lire des EPUB. On était encore, les téléphones commençaient pas trop, mais toutes ces liseuses, elles, commençaient de donner des sacrés beaux résultats. C'est juste là qu'est venue la troisième grosse révolution, celle qui m'anime maintenant, même si c'est plus pour moi du côté de Publi.net. C'est le print on demand. C'est Hachette qui a lancé ça le premier. Vous chargez votre fichier. Alors évidemment, il fallait le reprendre sur InDesign, il fallait apprendre, nous, à composer des livres. Jamais je ne saurais imaginer que j'aurais du plaisir un jour à composer l'équilibre graphique d'un ouvrage imprimé. Pour moi, c'était pas mon job. Quand j'ai toujours eu un régal à discuter, même chez Albin Michel, en tout cas chez Minuit dès le départ, avec les gens dont c'était le métier, la typo, la composition, le blanc, le graphisme, l'espace, les caractères. Cet été 2012, Hachette nous a ouvert sa machinerie. Je me souviens que c'était en novembre 2011, encore un novembre. Là, cette fois, c'était une route d'hiver. C'était à Saumur, il y avait plein de brume. J'allais à Fontevraud, où on menait des ateliers à l'époque avec Claude Ponty. Et en réfléchissant à ces histoires de print on demand, cette idée. Mais si tout simplement, ce qui était parfaitement illégal à l'époque, à la fin du livre, on mettait un QR code qui permettait que, si vous achetez le livre imprimé, eh bien, la version numérique, elle vous arrive directement sur vos appareils. J'y ai cru. C'est très bizarre parce qu'aujourd'hui encore, ce truc, c'est pas gagné. Même moi, sur Tiers Livre Éditeur, je le propose, mais c'est peut-être une personne sur 100 ou 500 qui envoie un truc ou dit avec le petit code mais j'aimerais bien la version numérique en plus de la version imprimée. Ça fait partie des choses qui me font vachement réfléchir. On est reçu, salut Benjamin, dans un endroit qui nous prend au sérieux. Maintenant, chez Hachette, chaque livre qui sort à moins de 500 par an, on les passe dans le print on demand. En même temps que nous, ils travaillaient à un contrat avec la BNF, le fonds Gallica. Évidemment, les livres dans les sous-sols de la BNF, ils sont de tous les formats. Mais un logiciel qui reprenne en gros ces formats et les adapte à une série de formats fixes en PDF pour qu'on ne s'aperçoive pas trop de la déformation, mais qu'on ait quand même accès à ce qui est graphiquement un fac-similé de la version originale. Gallica arrivait avec 18 000, puis maintenant je crois 30 000 titres. Là encore, ces changements d'échelle, ces bascules dans l'idée de la profusion, dans la nécessité de l'algorithme. Mais qu'est-ce qu'on a appris ? Moi qui ai commencé le web en transcrivant à la main, comme dans ce tout petit réseau qu'on avait avec Athéna et ABU, le facsimilé de manuscrit original de Saison en enfer de Rimbaud, puis des Illuminations, puis L'autre et Amont, bien avant que la BNF ait l'idée de constituer un site internet. Simplement, Hachette nous a dit, mais nous, on veut bien signer un contrat avec vous, mais il nous faut 50 livres dans notre catalogue. Et 50 livres, pour nous, ça voulait dire 50 fois 10 ou 20 nuits blanches à coder. On s'y est collé tout un été. On était une dizaine rassemblés. Celles ou ceux qui s'improvisaient correcteurs, celles et ceux qui se collaient à InDesign, alors que c'est ingrat InDesign. Et Roxane Lecomte, qui est toujours la cheville ouvrière du design des livres et des couvertures pour Publi.net, et d'autres gens avec qui ça s'est moins bien passé. Mais on les a fait, les 50 bouquins. Là encore, c'était des changements de paradigme. Prenez les Saint John Perse dans les poésies Gallimard. On vous fourre 4 ou 5 bouquins ensemble de poésie, et puis on vous dit le volume s'appelle ça. Mais non, Saint John Perse, il a écrit des livres, le mot livre pour lui s'appliquait à des textes de 20 ou 30 ou 40 pages. Nous, on s'est dit, mais l'objet matériel déclenché par un texte peut correspondre
à cette brièveté. J'ai commencé avec le Bartleby que j'avais traduit. Claude Ponty nous a donné des textes. Est-ce que on est dans l'espace du livre ou est-ce qu'il y avait, y compris en librairie, puisque Hachette nous permettait cet accès, de proposer des présentoirs avec des textes brefs. On l'a tenté. Peut-être que je paye aujourd'hui encore qu'on ait fait ça un peu trop tôt. C'est toujours un peu le problème quand on fait des choses nouvelles, pas seulement sur Internet. C'est pas bien de faire les choses trop tôt. Il y a un temps de latence avant que ça prenne. Aujourd'hui, je suis hyper content qu'avec la nouvelle équipe, ça s'affirme, ça solidifie et que ces mêmes principes continuent d'organiser la démarche. N'empêche qu'à l'automne 2012, on les avait, les 50 bouquins imprimés en ligne. Et c'est ça qui est fabuleux avec le print on demand. C'est qu'on ne peut pas penser le livre en impression à la demande sans passer par l'idée numérique du livre. Nous, ce qu'on avait déjà appris pendant 5 ans. Quand je vois le mal qu'ont les éditeurs classiques à investir aujourd'hui ces outils de l'impression à la demande qui sont une révolution essentielle, c'est parce qu'ils veulent faire l'économie de la pensée web, de la pensée numérique. C'est ce moment-là où... Alors il y a des hasards un peu biographiques aussi. Je pense que dans l'état d'épuisement de ce qui est pour moi cette année 2013, au mois de juin, on m'a proposé d'enseigner pendant 2 jours par semaine en école d'art. Effectivement, c'est un gros boulot qui me pompe énormément. Et là où je me suis dit, mais si je recompose ma vie avec d'un côté une formation où je pensais que le numérique aurait une place énorme, elle l'a, elle n'est pas si énorme que je croyais, mais elle compte quand même. Et de l'autre côté, mon boulot personnel, et puis ne pas lâcher sur le site, ne pas... Ça aussi, pour chacun de nous, qu'est-ce que c'était compliqué? Dans le web, on partage tout, donc on était chacun l'éditeur ou l'imprimeur des ouvrages des autres, et il fallait en même temps garder le pied sur nos propres sites, nos propres caps, nos propres recherches. C'est ce moment-là où j'ai décidé de passer le relais à l'équipe, et puis dans la conscience aussi que pour passer à une étape supérieure, il fallait s'organiser, il fallait aussi un peu d'argent, et que moi, je sais pas faire, tout simplement. Et le relais, c'est organisé comme ça. Vous dire que je l'ai vécu simplement, facilement, non. Même aujourd'hui, j'ai souvent des regrets. Quand je vois tous ces textes qui circulent, tous ces textes qui sont refusés ou rembarrés comme des incongruités par l'édition traditionnelle, il est difficile de dire à quelqu'un qu'on aime un texte sans avoir du même coup la pulsion de dire on retrousse les manches et on le publie et on le met en dispo, ton bouquin. Même les jeunes qu'on a dans nos écoles d'art, c'est pas forcément ça qu'ils attendent. Il y a toujours cette valorisation symbolique de la vieille édition et ils se pressent pas trop pour venir dans nos plateformes et outils. Oui, ça cogite encore toujours. Donc voilà. Mardi dernier, après une période où pour moi c'était bien de prendre distance, c'était bien de les laisser faire, c'était toujours quelque chose qui me mâchait quand je voyais que des textes que moi j'avais été pêché, que j'avais aidé à constituer, renaissaient sous d'autres formes, mais quand même l'idée d'un bout de chair qui vous est pris. C'était aussi retrouver ma propre liberté. Ce que j'appelle Tiers Livre Éditeur, c'est pas une maison d'édition, c'est un écosystème où il y a le site web, où il y a ces vidéos, où il y a l'idée même de la formation ou ce qu'on partage dans les stages. La revue sur le web, ça n'a jamais trop marché sur mon site, alors que cette communauté qui se soude et qui travaille ensemble dans les ateliers en ligne, c'est un objet pour moi de curiosité de plus en plus fabuleux. Donc associer ça à des livres imprimés, travailler sur la lenteur, des fois on en plaisante avec Publinet, parce que moi j'ai des couvertures plus épaisses, j'ai du papier bouffant, j'ai une conception probablement plus classique de concevoir la composition. Mais j'ai retrouvé mon équilibre, et non plus comme maison d'édition, mais comme écosystème, avec au centre, au bout, des livres qui représentent aussi le seul étage
marchand. C'est-à-dire, heureusement qu'il y a ça, parce que les serveurs, c'est de plus en plus difficile, parce que le matériel, on doit aussi, si on veut progresser, de s'installer dans ces rouages de la création numérique, et que ça se fait pas avec des bouts de ficelle ou de scotch, ce qui est relativement faux, puisque sur mon bureau, il y en a des bouts de scotch et des bouts d'élastique faute de ficelle. Voilà en gros. Ça, c'était l'introduction. On va se faire une semaine publi.net. Le programme, c'est que demain, après-demain, je vous parle de ce qu'ils font aujourd'hui avec des personnes qui comptent pour moi et qui font partie historiquement de l'aventure. Daniel Bourrion, Christine Janet. Je reviendrai sur une des choses dont j'étais le plus fier d'accomplir dans le cadre de monpubli.net, le livre de Berit Ellingsen, qui est toujours distribué par l'ancien Publi, et non pas mon tiers-livre éditeur. Je crois que si je fais ça sur cet ensemble de mise à l'épreuve de la parole, j'aurais peut-être atteint la possibilité de parler plus souplement, parler plus dans la distance et parler des perspectives. Non pas pour elles et eux, Publi.net, parce qu'ils sont assez grands pour trouver leur chemin tout seuls. Un grand salut à Philippe Aigrin qui est aux commandes de tout ça. En quoi aujourd'hui ça me définit quelque part mon chemin avec ce que j'appelle tiers-livre éditeur. Et là, des choses qui peuvent déranger en profondeur Publi.net, comme pour un auteur à titre individuel comme je le fais, ce que c'est qu'écrire, publier, résister, bouger ou pousser les lignes aujourd'hui. À demain.